Nous sommes le 8 août 2024, chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Nous avons jugé nécessaire de parler de ce qui se passe au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, ce qu'il faudrait surtout noter, les médias mainstream parlent de beaucoup de choses, mais ce qu'il faudrait surtout noter pour nous autres Africains, c'est qu'il y a beaucoup de crimes. Beaucoup de jeunes Africains sont en train de tomber à la fleur de l'âge. Il y a eu beaucoup de morts au Nigeria. Et cette situation, c'est inadmissible. Et nous autres Africains, ça ne sert à rien de ne pas vouloir en parler. Il faudra en parler. Parce que chaque âme qui tombe compte pour la libération de l'Afrique. C'est des jeunes Africains qui sont convaincus dans leur fond intérieur. C'est des gens qui sont convaincus, qui sont en train de mener une lutte noble. Quand vous voyez un jeune qui abandonne tout, sortir dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, c'est de la vie chère. Nous devons saluer leurs convictions. C'est pourquoi nous prions pour le repos éternel de tous ces martyrs au Nigeria. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Nous disons au régime de Bola Ahmed Tinubu, pourtant, est un régime vrai adepte de la fameuse démocratie impérialiste imposée aux Africains. Ça ne doit pas ressembler au régime de Bola Ahmed Tinubu. Lui qui avait juré de faire rétablir la démocratie au Niger par les armes. Lui qui avait juré de faire mordre la poussière aux enfants nigériens pour avoir porté atteinte à la démocratie voulue par ses maîtres. Laquelle démocratie pour nous est une forme de l'impérialisme qui ne dit pas son nom. Une façon de permettre aux voleurs, aux pilleurs de se relayer à la tête des États africains. Regardez les profils des gens qu'on choisit pour être les candidats aux élections présidentielles d'Afrique. Si ce n'est pas des anciens banquiers de chez eux, comme les messieurs, les dribbleurs Ouattara, des mafieux hommes d'affaires comme les Talons, qui aujourd'hui prennent le Bénin en otage et est en train d'opposer le peuple béninois et d'autres peuples. Heureusement que tous ces peuples ont compris. Et regardez Denis Sassou Nguesso, qui est-il? C'est un monsieur qui a son actif l'élimination presque des deux chefs d'État. Le capitaine Mario Ngouabi qui a dirigé le Congo-Brazza, il a été déposé par qui? C'est par la bande de Denis Sassou Nguesso. Pascal Lessoba qui a été élu, il a été déposé par qui? Encore par la bande de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, lui-même militaire, commando, parachutiste. Depuis qu'il fait les affaires de la junte française, de la junte macronienne, il est aux affaires. Après une guerre qui a fait plus de 430 000 morts. Et vous voyez encore des gens comme les Tinubu qui se proclament être démocrates, qui jurent de faire la guerre de la démocratie au Niger, au peuple, à d'autres peuples africains, qui disent non, qui sont dans les game changers, c'est-à-dire qui disent nous, on n'est plus dans les trucs de nous rabaisser, de dire amen à tout ce que le maître dit. Nous prenons, nous allons tracer notre chemin. Tinubu a juré de faire la guerre au Niger à cause de cette fameuse démocratie. Et là, aujourd'hui, au nom de cette même démocratie, des jeunes Nigériens sont dans la rue pour réclamer qu'il n'y ait pas assez de vie chère du côté du Nigeria. Et la seule réponse à face, il faudrait les massacrer. Il faudrait les liquider sans aucune autre forme de procès. Et d'aucuns diront non, c'est des manifestations violentes. J'ai dit non. Il n'y a pas une manifestation plus violente que la manifestation Gilets jaunes en France. Est-ce pourtant la police française a fait liquider des gens là-bas? Non. Mais pourtant les Tinubu disent être des disciples de ces mêmes Français en matière de démocratie. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas faire comme leur maître? Pourquoi vouloir massacrer des enfants du Nigeria? Mais si tel est le cas, arrêtez avec ça. Proclamez autre chose. Un autre système de gouvernance. Mais c'est pourquoi vous avez voulu faire la guerre au Niger. Mais aujourd'hui, il y a des manifestations au Nigeria et puis des gens sont tués. Vous voyez, chers peuples d'Afrique, la fameuse démocratie vendue aux Africains. Et voici les fameux démocrates qui jurent de faire des guerres de la démocratie aux pays africains. Voici leur propre comportement chez eux. Demandez à M. Alassane Dramane Ouattara s'il autorise des manifestations contre son pouvoir.
Mais pourtant, il se proclame démocrate. Il avait même jugé nécessaire d'envoyer un bâton combattre des Nigériens au nom de la démocratie. Mais pourquoi, bon sang, M. Alassane Draman Ouattara n'autorise aucune manifestation chez lui? Pourquoi Bola Ahmed Tinubu continue de faire toutes ces victimes? Pourquoi, dans tous ces pays des gens, regardez Ambalo qui s'est fait lui-même un coup d'État pour dissoudre les parlements. Et ce sont ces gens-là qui sont des démocrates choisis, voulus par les maîtres impérialistes qui se proclament et qui sont fiers, surtout Ambalo qui n'hésite pas à lever sa cravate. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Mais dans ça, après avoir donné à Tinubu sa part, il y a des dessous dans ce qui se passe au Nigeria. Essayons d'en découvrir. Chers peuples d'Afrique, oui, nous allons découvrir ce qui se passe à propos du pétrole au Nigeria. Parce que tout est une question du pétrole. Pas plus, pas moins, c'est la guerre des pétroles qui se joue au Nigeria et la guerre des gazoducs. Le Nigeria, vous savez que l'Occident impérialiste, après avoir défié le président Poutine, qui, bon, ça varie, hein, les chiffres, c'est en tout cas jamais moins de 8 millions de barils de pétrole par jour. Comment compenser tout cela? Nous savons qu'actuellement, le monde, la consommation du pétrole a augmenté dans le monde. Nous sommes à plus de 101 millions de barils par jour. Or, les pays qui produisent peinent peut-être à combler cela. Et beaucoup de pays qu'ils avaient pris comme alternative sont déjà ont pompé au maximum, notamment des pays comme Norvège, Qatar. Beaucoup de ces pays ont atteint leur limite, leur pic de production. Comment compenser? Le Nigeria exporte, le 6e pays qui exporte le plus de brut dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne raffine pas son pétrole. Le Nigeria avait 4 raffineries, dont la grande raffinerie de Kaduna, mais toutes ces raffineries ont été mises à l'arrêt pour faire fonctionner d'autres raffineries. Et si vous vous souvenez, depuis que l'homme d'affaires, l'opérateur économique Ali Dangote a pris l'initiative de raffiner le pétrole dans son pays, de sorte que son pays devienne autosuffisant sur le plan du carburant et même servir d'autres pays, parce que la consommation journalière du Nigeria en pétrole raffiné, c'est-à-dire essence, gasoil et autres, tourne autour de 400 000 barils par jour. Or, la raffinerie de Dangote peut raffiner jusqu'à 650 000 barils de pétrole par jour. Donc, il y a un surplus de 250 000 qui doit même être redéployé dans d'autres pays tout autour du Nigeria. Voici le vrai problème au Nigeria qu'il faudrait mettre sur la table. Tout ce qu'on vous dit là, vie chère et autres là, c'est des débats. Nous avons simplement à l'entame donné à Tinubu sa part, qu'il comprenne qu'il n'y a rien au-dessus des intérêts d'un État. Et lui, en prenant la décision de suspendre les subventions sur le pétrole, mais est-ce le Nigeria, avec la raffinerie de Dangote, a même besoin d'importer du pétrole raffiné? La réponse, évidemment, c'est non. Le gouvernement du Nigeria, parce que Dangote, il a déjà eu plusieurs bras de fer avec les impérialistes, quand il a créé son usine d'engrais qui produit tellement d'engrais, de sorte que le Nigeria est autosuffisant en termes d'engrais, et même prend en charge beaucoup d'autres pays africains. Depuis qu'il a mis en place cette usine d'engrais, Dangote n'a plus connu la paix auprès de ces gens. Pourtant, c'est un Africain. Deuxièmement, son usine de ciment, n'oubliez pas les bras de fer qu'il y a entre Dangote et puis les impérialistes de la junte macronienne. Ils ont voulu le combattre dans son propre pays, ça a chauffé. Il a encore rapporté ses bras de fer. Donc, après le bras de fer sur les engrais, bras de fer pour le problème du ciment, Dangote veut donner à son pays, accorder à son pays, permettre à son pays d'accéder à l'autosuffisance en termes de carburant. Or, qui parle de carburant quand vous êtes autosuffisant? Dites-vous que vous êtes une puissance. Or, le Nigeria, ça fait plus de 120 millions d'habitants. Ces gens-là, les mafieux qui ont tout le temps dirigé le Nigeria, ont tout intérêt et qui ont même permis à Tinubu d'accéder au pouvoir, que le Nigeria continue d'importer. Donc le Nigeria est un gros marché, simple consommateur. Pourtant, le Nigeria produit beaucoup plus de brut. Les 3 pays africains qui sont en tête de production de brut, c'est la Libye en tête. Vous avez ensuite le Nigeria et l'Angola. Souvent c'est le Nigeria de bas, souvent c'est l'Angola. Ça varie. Viennent ensuite l'Algérie, l'Égypte et autres.
le Nigeria produit le brut, c'est-à-dire le pétrole à l'état brut, ne transforme pas. Parce que la raffinerie, c'est quoi? C'est transformer et raffiner le pétrole. C'est-à-dire, plus on chauffe, à certains degrés, vous avez du gasoil, à certains degrés, vous avez de l'essence, à certains degrés, vous avez du kérosène. Donc, on interdit au Nigeria de raffiner son pétrole. Et Dangote, lui, il crée une raffinerie. Et sa raffinerie, c'est la plus grande d'Afrique, qui peut raffiner 650 000 barils de pétrole par jour. Et c'est la 6e grande raffinerie au monde. Vous savez, la première grande raffinerie, c'est la raffinerie de Jamnaga en Inde. Deuxième, c'est Paraguana au Venezuela. Troisième, quatrième, cinquième, c'est des raffineries qui sont au niveau de la Corée du Sud. Et la raffinerie Dangote arrive à 6e position au niveau mondial. Singapour en 7e position. Et la raffinerie de Port Arthur, Motiva, au niveau des États-Unis, arrive en 8e position. Ces gens-là vont se dire, mais quel kilo pour cet Africain? Faire une telle raffinerie ici, si rien n'est fait, tous les pays africains vont emboîter le pas. Et il pourra même s'étendre dans d'autres pays africains. Monsieur Dangote, il faudrait arrêter et casser son projet. Il faut à tout prix casser le projet de Michel Ali Dangote. Et pour commencer, voici, entre autres, les obstacles. Premier obstacle pour arrêter M. Ali Dangote, parce qu'il faudrait comprendre ça pour comprendre ce qui se passe avec le président Tinubu. Premier obstacle, on pousse les banques à dire à M. Dangote qu'il doit forcément déclarer faillite pour arrêter le projet. Et rien n'est fait. Deuxième, tous les prêts qu'il avait contractés. Parce que le projet, c'était d'abord 9 milliards de dollars, on est parti à 19, d'aucuns parlent de 20, 21, voire 25 milliards. Il a supporté le coup. Et il a même remboursé leurs dettes. Donc il est propriétaire à part entière de sa raffinerie. Maintenant, on sort un argument, on dit quoi? Bon, on ne te vend plus les brut. Pourtant, il a fait sa raffinerie en comptant sur les brut de son pays. C'est cet accord qu'il avait avec le gouvernement du Nigeria. On refuse de vendre à M. Dangote les brut. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On vend les mêmes brut qu'on refuse au fils du Nigeria. On vend ça à d'autres pays, à d'autres puissances. Raffiner, cela est venu vendre le pétrole cher, le carburant cher au Nigeria. Dangote n'en a pas fait un problème. Il est allé chercher les brut ailleurs, au Brésil, dans d'autres pays. Il ramène ça. Il ramène ça, il est en train de raffiner. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils savent que le pétrole raffiné au Nigeria va défier toute concurrence. Ils sortent les fameux régulateurs du Nigeria qui disent, bon, le pétrole de Dangote n'est pas de la bonne qualité. On a été vérifier ça dans n'importe quel laboratoire. On a vu que le pétrole raffiné de Dangote est de la meilleure qualité que tout autre pétrole importé. Là encore, ils ont échoué à ce niveau. Et le blocage, ça devient sérieux. Troisièmement, on sort un argument pour dire, bon, écoutez, les documents qui ont permis la création de cette entreprise du milliardaire Dangote, du Nigérian Dangote, il faudrait le dire, de l'Africain Dangote, que cela, ce sont des documents qui ne correspondent pas. C'est-à-dire, c'est un peu illégal. C'est-à-dire, son entreprise, mais attendez, sont sérieux quand même. Et là encore, Dangote a trouvé maintenant, c'est des trous. Non seulement vous ne me vendez pas du brut, je suis allé chercher le brut ailleurs. Vous avez voulu me piéger avec les banques, ça n'a pas fonctionné. J'ai remboursé toutes les dettes. Vous avez refusé de me vendre les brut, j'ai trouvé l'alternative. Et maintenant, vous dites que mon pétrole n'est pas de bonne qualité. J'ai prouvé que c'est la meilleure qualité. Et ils disent ensuite qu'il n'a pas de documents. Mais écoutez, c'est le président Boyeri qui était là pour tous les travaux, même l'inauguration de sa raffinerie. C'est le président du Nigeria qui était là-bas. Comment on peut dire le président se pointe à quelque chose pour que le président aille à l'inauguration de quelque chose? On vérifie tout. Vous sortez encore un tel argument farfelu. Et on comprend que c'est les mafias du pétrole qui sont derrière beaucoup de guerres ici, qui sont derrière cette affaire. Et M. Dangote prend son courage à bras le corps. Il anime une conférence de presse. Il fait un point de presse. Il explique les choses. Et les influenceurs du Nigeria aussi prennent les relais. Et là, ça devient un problème sérieux. Tinubu, voyant la popularité de Dangote,
Il essaie de prendre les devants maintenant. Parce que là, c'est le peuple du Nigeria qui doit défendre ces messieurs, ces dignes fils, qui fait tout d'abord pour l'autosuffisance de son pays. Nous saluons Seydou Keita du Mali au passage, notre ancien international footballeur. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Tinubu, il fait ses calculs, il dit bon, ok. Il fait convoquer les régulateurs, l'équipe Dangote. Bon, essayons de trouver un terrain d'entente. C'est une question de bridge tout simplement. Dorénavant, nous allons essayer de donner un peu de bridge à Dangote et comme ça, il doit raffiner cela. C'est l'instruction qui a été donnée par Tinubu. Et ça, il faudrait au moins saluer ce courage de Tinubu. J'ai dit, quand c'est bon, il faut savoir dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. Et quand il faut conseiller, il faut savoir conseiller. Tinubu, il a posé cet acte fort. Depuis que Tinubu a pris cette décision, depuis qu'il a donné cette instruction, des vagues de manifestations ont commencé au Nigeria. C'est la vie chère. Le pouvoir doit tomber. Le pouvoir doit partir. Tout est une question du pétrole. Ce qui se passe au Nigeria, je vous le dis, je le répète, ce n'est ni plus ni moins qu'une guerre du pétrole. Comprendra qui pourra ou qui voudra. Nous continuons et nous allons prouver ça. Maintenant, nous avons salué la mémoire des jeunes manifestants et nous avons condamné cette agression contre des manifestants au Nigeria. Et les jeunes là sont convaincus et réellement ils se battent contre la vie chère. Mais la vie chère là, c'est lié au fonctionnement des entreprises et autre chose. Un pays comme le Nigeria qui importe beaucoup plus, qu'est-ce qu'on entend? Et si Dangote veut freiner cela, parce que si vous avez du carburant bon marché, dites-vous que vous ne connaîtrez pas l'inflation. L'Allemagne est une grande puissance. Depuis que l'Allemagne a commencé à acheter du carburant et du gaz ailleurs beaucoup plus cher, l'Allemagne connaît aujourd'hui des problèmes économiques. Et la gente macronienne, on n'en parle pas. Parce que si vous avez du carburant bon marché, là, même les simples boulangers, là, qui a besoin de vous faire du pain haute, son entreprise aura de l'électricité bon marché. Donc, le prix ne va pas augmenter. Si vous voulez faire tout augmenter dans un pays, faites simplement augmenter le prix du carburant. Parce que plus le carburant est cher, les taximans, il va vous conduire très cher. Les camions, c'est cher. Les camions qui vont chercher des choses là, puisque vous importez, tout devient cher. Les navires qui apportent des choses, tout devient cher. Si vous voulez rendre la vie invivable, rendre la vie très chère là, faites simplement montrer le coût du carburant et donc par ricochet de l'électricité. Et c'est ce que Dangote a compris, il veut faire baisser. Parce que les jeunes qui sortent, il faudra comprendre les masses populaires en Afrique, que nous saluons. C'est des gens, généralement, il y a des gens devant qui essaient de manipuler aussi. Il y a la vie chère, mais pourquoi il y a la vie chère? Pourquoi on suspend des subventions sur le pétrole? Pourquoi est-ce que le Nigeria est obligé même d'importer le pétrole avec la raffinerie de Dangote qui couvre plus que les besoins quotidiens du Nigeria? Alors pourquoi importer le pétrole à tel prix de subventionner? Or avec Dangote, ça serait du bon marché. Ça serait moins cher même que le pétrole subventionné, importé et subventionné. Et pourquoi alors on empêche Dangote de prendre en charge le Nigeria en termes de carburant? Voici toute l'histoire. Et Tinubu, qui a voulu, peut-être pour lui, sauver son pouvoir, a calmé vite après la communication de Dangote. Oublie que de l'autre côté, il y a des gens qui savent aussi mobiliser des gens dans la rue. C'est la même chose qu'on vient de voir du côté de Bangladesh. J'ai vu même certains frères, je comprends, peut-être on n'a pas la même information, qui ont salué le départ de cette première ministre, mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État des impérialistes. Ce qui se passe au Bangladesh. Je vous assure, parce que la première dame là, où est-ce qu'elle est allée? C'est en Inde, non? Elle travaille avec l'Inde. L'Inde est un pays membre de BRICS. L'Inde, c'est le pays qui achète le plus de pétrole au président Poutine pour revendre ça très cher aux impérialistes. Donc, la dame, normalement, Bangladesh n'est pas supposé s'attendre avec l'Inde. Parce que dans leur histoire, le Bangladesh, auparavant, on appelait ça le Pakistan oriental.
C'est une longue histoire, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Mais regardez par qui la dame a été remplacée. Le monsieur Younou là, où était-il? Aux Jeux Olympiques de Paris. Et vous savez quels sont les gens qu'on appelle là-bas comme ça? Et qui est-il? C'est un monsieur qui est prix Nobel. Vous savez à qui on donne les prix Nobel? Vous comprenez? Et qui on a mis à la tête de ces manifestations? C'est des étudiants qui ne maîtrisent rien en géopolitique, en géostratégie. Ce sont eux qu'on a activés. C'est la même chose que la gente macronienne française à son temps avait fait au Mali lors des manifestations de 1991. C'est un étudiant qu'on avait mis à la tête des manifestations. Monsieur Marico, qui dit tout contre les autorités du Mali aujourd'hui. Où est-il aujourd'hui? Il est souvent à Abidjan, souvent à Bissau, chez Ambalo, souvent à Paris. Il est le plus souvent chez Macron. C'est des jeunes étudiants à la tête, même au Nigeria, chercher à comprendre qui dirige les manifestations. Ils ont toujours déjà. Ce qui se passe au Bangladesh, pas plus, pas moins. C'est un peu à quoi on a assisté, on a parlé de révolution Maïdan. C'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Qui a conduit à la venue des gens comme les Zelensky. Même chose, ces gens-là savent manipuler les consciences populaires. Au Nigeria, c'est juste une question de pétrole. C'est moi qui vous l'ai dit. Pas plus, pas moins. Maintenant, si Tinubu s'entête à donner tous les brutes à Dangote, ils vont les déposer. Et s'il ne donne pas les brutes aussi à Dangote, la vie chère là va continuer. Il risque encore d'être déposé. Tinubu se retrouve dans une situation pas du tout facile, mais il a cherché cette situation. Il a cherché. Tinubu a cherché. Qui cherche trouve. Il est maintenant entre les marteaux et l'enclume, cher peuple d'Afrique. Comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Tinubu, s'il donne, il fait part belle à Dangote, il aura toujours chaud. Ils vont continuer à chauffer. Ils ont dit 10 jours de manifestation sans interruption. S'il ne donne rien à Dangote, la vie chère va continuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Tinubu est bloqué. Maintenant, pour terminer, cher peuple d'Afrique, regardez ce qui s'est passé. Le chef de l'armée, là, Christopher Moussa, il dit, s'il voit les drapeaux du président Poutine dans les manifestations, que cela équivaut à une trahison et que cela est passible de la peine de mort. Je me demande, et ce discours est propre d'un chef de l'armée. C'est quoi le rôle d'un chef de l'armée? C'est là que vous allez voir que ce fameux Christopher Moussa, là, c'est un simple agent. S'il ne fait pas attention, lui-même, il sera embarqué. Parce que ces peurs-là, lui, il anticipe déjà. Parce que les impérialistes veulent faire un coup d'État à la gabonaise. Enlever simplement Tinubu qui est leur homme et mettre leur homme en tenue. Puisque les manifestants réclament l'armée. Et lui, c'est lui, Christopher Moussa, le patron de l'armée. Il se voit que si les choses arrivent, mais c'est ça. Or, les manifestants sont en train de donner une directive. Voici les chemins que vous devez prendre. Or, s'il ne prend pas les chemins des manifestants, on a vu le cas du Soudan, même s'il y a beaucoup aussi de choses à dire au niveau du Soudan. Les manifestants vont tenir la rue pour dire que l'armée n'est pas en train de suivre les directives. C'est pourquoi il y a eu des martyrs. Et Christopher Moussa, il veut déjà enlever cette revendication des militaires, des populations. Pour vous dire tout simplement, lui, dorénavant, ça serait quoi? Il faut qu'il ait beaucoup plus encore du mal. Et là, l'armée va arriver tout simplement pour stabiliser et pacifier. Toutes ces revendications vont tomber à l'eau. Et l'armée va continuer avec d'autres partenaires, c'est-à-dire les mêmes mafieux. Et M. Dangote n'aura pas toujours son brut. Voici tous les fonds du problème. L'armée qui se prononce ouvertement parce que les populations revendiquent. Beaucoup disent même qu'il faut aller vers les pays de l'Est. Or, le Nigeria est un pays frontalier du Niger. Et imaginez la puissance. Un pays qui fait à peu près 75% du PIB de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, j'ai dit de la zone CEDEAO. Les 15 pays, hormis les 3 retirés. Un pays qui fait à peu près 20% du PIB de l'Afrique. C'est même pas n'importe quel pays. Les chiffres peuvent varier, excusez-moi.
Ça peut monter, ça peut descendre, à tout moment, ça dépend de nos différentes sources. S'il y a erreur, toutes mes excuses. Un pays aussi puissant comme le Nigeria, imaginez, avec tous ces carburants régionaux l'AS, avec un opérateur comme Dangote, mais c'est toute l'Afrique qui va se libérer, c'est l'impérialisme qui va tomber comme on dit, château de cartes ou quoi. Ça va tomber. Il suffit juste du poids du Nigeria. Et nous voyons la Libye aussi avec son carburant tapé à la porte de l'Est. On ne dit pas que la Libye va intégrer, mais pas avoir des accords. Parce que la Libye a le deuxième carburant le plus moins cher au monde. Ça fait 0,028 €. Cher peuple d'Afrique, ce qui se passe au Nigeria, ni plus ni moins, c'est une guerre de pétrole. Le contrôle des marchés du pétrole. Dans ça, le peuple du Nigeria est pris en otage. C'est au peuple du Nigeria de comprendre. Et j'espère qu'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment doués en anglais, qui peut-être prendront le courage de traduire ce que nous avons dit en anglais. Nous vous donnons cette autorisation. Traduisez ça pour que des jeunes, la population du Nigeria puisse comprendre ce qui se joue réellement. Nous vous remercions, cher peuple d'Afrique, et à très bientôt.